Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Visite de travail et d'amitié du successeur de Robert Mugabe à Conakry ce lundi. Le président zimbabwéen a été accueilli par son homologue guinéen, le président Alpha Condé, à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, invite ses militants à une marche de soutien aux actions du président Alpha Condé ce mercredi. Problème, l'opposition avait annoncé plus tôt une manifestation politique le même jour. Et puis en fin de journal, nous irons en France rejoindre Karim Baldé qui a rencontré l'Ivoirien Bonaventure Kalou. L'ex-attaquant des éléphants a remporté l'élection locale dans la ville de Vavois le 14 octobre dernier. Interview à suivre avec M. Tofout. Le président zimbabwéen est arrivé ce lundi après-midi à Conakry pour une visite de 3 jours. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue Alpha Condé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les deux pays. Le reportage est signé Ouminato Sidibé, Ibrahima Sori 5 Somor. C'est la première visite d'Emerson Mnangagwa à Conakry depuis son élection à la tête de son pays. Le président zimbabwéen signera avec son homologue plusieurs accords en vue de raffermir des relations entre les deux pays. La Guinée et le Zimbabwe entendent travailler dans beaucoup de domaines, notamment dans celui de l'agriculture et de l'élevage. On a beaucoup de domaines dans lesquels on peut travailler, mais particulièrement dans l'élevage. Donc ce sera l'objet de signature très certainement demain de ces accords-là. Et finalement, un accord qui est en vue, c'est dans le domaine de l'élevage. Et vous savez que malgré les sanctions qui ont été imposées au Zimbabwe, c'est un pays qui a fait d'énormes progrès, non seulement en agriculture, mais aussi en élevage. Et personnellement, lors de ma visite à Harare, le président m'a fait l'honneur de faire visiter une ferme. Ensuite, un accord pour l'exemption de visa entre les deux pays sera signé. Cela permettra aux autorités guinéennes de savoir dans quelles conditions vivent les ressortissants guinéens au Zimbabwe. Et vous savez que nous avons des ressortissants guinéens en Afrique australe et particulièrement au Zimbabwe. Donc il sera question aussi de voir dans quelles conditions ils vivent. Et avec ce genre d'accord, on pourra toujours suivre l'évolution de nos compatriotes, dans quelles conditions ils sont, etc. Les besoins qu'ils ont, qui seront certainement exprimés aux autorités zimbabwéennes. Au cours de son séjour de 72 heures, le successeur de Robert Mugabe va se rendre au barrage hydroélectrique de Kaleta et sur le chantier Swapiti. Et comme annoncé dans les titres, le parti au pouvoir invite ses militants à battre le pavé ce mercredi 7 novembre. A noter que l'opposition républicaine a annoncé une manifestation politique le même jour, mais le RPG Arc-en-Ciel entend ainsi réaffirmer son soutien au président Alpha Condé. L'itinéraire choisi sera le stade du 28 septembre à la Banque centrale de la République de Guinée. La déclaration a été faite au siège du parti au pouvoir ce lundi et Mamadou Boy Diallo y était pour vous. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, au cours de sa réunion extraordinaire du jeudi et extraordinaire du dimanche 4 novembre 2018, a décidé de l'organisation d'une marche pacifique pour réaffirmer son soutien indéfectible au président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État, commandant en chef des forces armées et à son gouvernement, le mercredi 7 novembre 2018. De l'esplanade 28 septembre, point de rassemblement au rond-point de la Banque centrale. À cette occasion, la direction nationale du parti invite l'ensemble des structures, des mouvements de soutien, des associations, des serrés, des partis alliés au parti et tous les militants et militantes et sympathisants à se mobiliser massivement pour donner un caractère particulier à cette manifestation, montrant ainsi tout le soutien du peuple à son président.
À chaque semaine, sa dose de manifestation. Tenez, ce lundi, des élèves ont investi l'autoroute Fidel Castro, précisément à Bessia. Des élèves venus des écoles publiques ont empêché le déroulement des cours dans les écoles privées environnantes. Ces mouvements de foule ont donné lieu à des affrontements entre élèves des différentes écoles et les agents des forces de l'ordre. Retour sur cette manifestation avec Abdourahmane Ba, El Hadji Alioubar. Sur cette image, nous voyons les traces d'une manifestation spontanée d'élèves du public qui réclament le retour des enseignants dans les classes. Cette colère s'est traduite par des jets de pierre dans les établissements scolaires privés qui suivent les cours depuis l'ouverture. En fait, depuis la matinée, il y a eu des élèves qui sont venus dans mon école. Il y a une école publique qui est à proximité franco-arabe appelée Marat. Les élèves étaient déjà dans la cour, hors de leur cours, ils sont venus maintenant faire des jets de pierre. Et finalement, les élèves étaient paniqués. Il y a eu des jeunes du quartier qui sont venus épauler notre école. J'ai vu les élèves sortir dans la rue, barrer la route. J'ai demandé à certains élèves, ils ont dit que c'est les élèves des écoles publiques qui n'ont pas eu leur professeur, donc ils sont sortis, ils sont partis s'asseoir, c'est des écoles privées. Les forces de l'ordre sont parvenues à calmer la situation, mais un citoyen a payé les frais de cette intervention policière. Les gendarmes ont tiré un gaz lacrymogène, c'est tombé sur quelqu'un qui était de passage. Ce dernier était de passage, c'est tombé sur lui, s'est blessé sur la tête. Maintenant les gens se sont regroupés, ils sont partis le prendre parce qu'il était tombé même, gravement blessé sur la tête. Les enseignants de cet établissement sont en pause forcée. Pourtant, ils ont une motivation de dispenser les cours. La grève de SLEG concerne en partie les écoles publiques, mais celle du privé commence à subir ses conséquences. Tout le monde sait que pour rentrer dans les écoles privées, là, on paye 3 mois d'avance avant de commencer les cours. On a déjà payé, donc on ne peut pas rester comme ça à la maison sans suivre les cours. S'il devrait attaquer quelqu'un dans ce pays, c'est le gouvernement qui devait attaquer, pas nous. Il devait se plaindre au niveau de la gouvernance et puis au niveau du président de la République. Dans le même sillage, le SNE, entendé Syndicat national de l'éducation, était en assemblée générale la semaine dernière à son siège à Matoto-Kondebougné. L'objectif pour son bureau exécutif est d'expliquer le fonctionnement de la structure aux nouveaux adhérents. Ensuite, il s'est prononcé sur la crise actuelle dans le secteur éducatif. Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. C'est un rassemblement qui donne l'alerte sur la crise qui perdure dans le secteur éducatif. Les responsables du syndicat national de l'éducation s'inquiètent et appellent à la bonne foi des autorités. Pour eux, de nombreux enseignants se trouvent actuellement dans des difficultés. Il faudrait que l'État essaie d'être sensible à la condition de ces enseignants qui ont été entraînés soit par amateurisme ou par populisme à une situation aujourd'hui qui les dépasse. Nous avons des enseignants qui se trouvent dans les sous-préfectures, où il n'y a pas d'école privée, où il n'y a pas où se débrouiller, qui ne vivent que de leur maigre salaire. Au cours de cette rencontre, le cas de ceux-là qui évoluent dans les écoles privées n'a pas été occulté par Michel Balamou. Selon lui, l'heure est grave aussi dans ce secteur. Les congés non payés, l'enseignant du privé qui tombe malade, et les heures non payées, les heures de perturbation de grève qui ne sont pas payées aux enseignants du privé. Le secrétaire général du SNE s'est prononcé sur le combat de chaque syndicaliste. Sans embâche, il interpelle ses camarades sur leurs responsabilités face à une crise qui peine à trouver sa solution. On n'a plus besoin des effectifs pléthoriques dans nos salles, où on voit des effectifs de 200, 300 dans les universités publiques et même dans les écoles d'enseignement secondaire public. Donc voilà des choses qu'un syndicat responsable doit défendre. Les cours se déroulent tant bien que mal dans les différents établissements scolaires du pays. Les négociations pourraient reprendre ce lundi. L'ouvrage s'intitule « Les enseignants de l'éducation de base en Guinée, professionnalisation et professionnalité ». Il est de Dr Baba Diané et il l'a présenté ce matin à la Maison des écrivains au moment où le système éducatif guinéen traverse une énorme crise. L'objectif de l'auteur est de renforcer l'enseignement de base pour une meilleure formation. Le manuel a été édité sous le label de l'Harmattan Guinée. Malik Sengana Kamara, Abakadine Kamara.
L'auteur s'inspire de la politique d'éducation des bases des autres pays de la sous-région, qui est de 10 ans de scolarisation pour faire le diagnostic du cas guinéen. Généralement appelé enseignement fondamental, il se caractérise par 6 années de scolarité primaire, plus 4 années du premier cycle du secondaire. Le système éducatif guinéen, selon Dr Babadiani, prive un nombre important d'enfants d'une scolarisation de 10 ans. Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est vraiment compte tenu du chantier important qui se trouve en République de Guinée actuellement et qui concerne l'élargissement de l'éducation de base à 10 ans de scolarité. En effet, au jour d'aujourd'hui, notre éducation de base se limite à la 6e année, soit un manque à gagner de 4 ans. Or, dans la plupart des pays comparables, c'est l'enseignement fondamental maintenant et qui signifie l'éducation de base jusqu'à 10 années de scolarité. Dans son exposé, l'auteur de l'œuvre Les enseignants de l'éducation des bases en Guinée, professionnalisation et professionnalité, illustre cette défaillance par des statistiques des examens. En 2016, par exemple, le taux de réussite à l'examen d'entrée en 7e année était de 64% contre 43% au BEPC. Pour relever ces défis, il est envisagé donc une réforme de l'éducation de base à 10 ans de scolarité, initialement limitée à la 6e année. Ce qui est motivé par le souci d'améliorer la couverture scolaire. Ce manuel comprend 240 pages, dont 6 chapitres. Son application pourrait renforcer le système éducatif guinéen. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des préoccupations majeures de la communauté internationale. En Guinée, le sujet était au cœur d'une rencontre d'échange entre société civile, médias et membres de la cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé CENTIF. Au cours de cette rencontre, la CENTIF a d'ailleurs évoqué les actions menées sur le terrain et a annoncé des perspectives. Le compte-rendu est signé Mamadou Kalisso Yacouba Traoré. La cellule nationale de traitement des informations financières est un organe chargé de traquer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il est composé de 6 membres nommés par décret. Ils ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois. De sa création à ce jour, plusieurs dossiers ont été étudiés et référés à la justice. Nous avons fait plusieurs activités opérationnelles de coordination et de sensibilisation. Les activités opérationnelles, nous avons reçu une centaine de doses. Nous les avons analysées et aujourd'hui nous avons plus d'une dizaine de rapports qui ont été diffusés au parquet. Dans le fonctionnement de la CENTIF, la justice est le pilier fondamental. Mais pour l'instant, c'est le maillon faible de la chaîne, puisque sur près de 40 dossiers référés, aucun n'a abouti à une condamnation. Un réseau de journalistes investigateurs devrait être expérimenté pour appuyer la CENTIF dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce réseau, on va le mettre en place, comme vous l'avez suivi, parce qu'on a besoin de journalistes spécialistes qui seront les yeux de Caïn, comme on dit, derrière, tout à l'heure, comme je le disais, la classe politique, économique et administrative du pays, et tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent être ciblés dans le cadre de ces activités de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. En Guinée, la loi sur le blanchiment de capitaux a été adoptée en 2006, promulguée un an plus tard. Quant au financement du terrorisme, l'opération a été lancée après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le calvaire des Guinéens vivant en Angola s'accentue et prend des proportions inquiétantes et le cri de cœur semble ne pas retenir pour l'heure l'attention des pouvoirs publics. Et pourtant, les chancelleries et les ambassades étrangères étaient bel et bien informées du début d'une opération du gouvernement angolais dénommée Transparencia, dont l'objectif est de lutter contre la corruption et surtout faire face aux étrangers illégalement installés dans le pays. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un homme d'affaires qui a fait 24 ans en Angola et qui, malgré tous les abus, rassure que le pays n'est pas xénophobe, comme beaucoup le font croire. Alcine Bari, Yacouba Traoré. Moustapha Silla est un homme d'affaires qui a fait 24 ans en Angola.
Selon lui, cette opération dénommée Transparencia, déclenchée par le gouvernement angolais, vise à régulariser les étrangers, mais aussi les Angolais, pour faire face à la crise dont le pays est victime. Nous avons des compatriotes qui sont dans des situations totalement légales, et je peux vous dire que le gouvernement angolais ne fait pas d'injustice par rapport à ça. Mais nous avons aussi des compatriotes qui ne sont pas dans des situations régulières. Et l'Angola est un État souverain qui veut jouir de sa souveraineté. Ça ne veut pas dire que c'est un État méchant ou xénophobe. C'est clair, certains Guinéens évoluent illégalement en Angola. Puis, ils avaient été avertis 2 mois avant le début de l'opération. Les chancelleries, les ambassades, tout était en branle. Désormais, se procurer des papiers devient plus difficile, d'où la nécessité de l'implication de l'État guinéen. S'il y a moyen d'avoir une sorte de doléance auprès du gouvernement angolais à travers le ministère des Affaires étrangères ici et notre ambassade qui se trouve en Angola, pour pouvoir donner un petit temps à nos compatriotes. Il y a beaucoup qui sont là-bas aussi aujourd'hui, qui sont dans la pauvreté. Ils veulent quitter le territoire, mais ils n'ont pas les moyens de venir en Guinée. Il ne servirait à rien de s'entêter pour rester sans papier. Dans ce pays, il faut se régulariser ou partir, souligne l'homme d'affaires. Donc je dirais à ces compatriotes-là de faire très attention, parce qu'ils peuvent rester dans les maisons avec les bailleurs. Chaque jour, vous pouvez leur donner de l'argent, mais le jour où l'argent est fini, ils vont appeler l'immigration et vous allez sortir. La chute du coût du baril a bouleversé l'économie angolaise, qui ne reposait presque sur le pétrole. Transparencia devrait s'étendre dans tout le pays jusqu'au 15 décembre, ou plus. Parlons d'insécurité. En fin de semaine dernière, le véhicule à bord duquel se trouvait l'ancien Premier ministre guinéen Mamadi Youla a été la cible d'un caillassage. L'ancien Premier ministre Youla a échappé de justesse à un lynchage par des jeunes en furie du côté de Bambeto. Dr Ousmane Kaba, président du PADES, a lui aussi fait les frais de la colère des jeunes sur l'axe Le Prince. Suivez leur témoignage avec Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Sur les images, on constate un véhicule Land Cruiser fortement endommagé par des jets de pierre. C'est bien le véhicule de Mamadi Youla, ancien Premier ministre. De justesse, il a échappé au pire de la part des jeunes incontrôlés de Bambeto vendredi dernier. Subitement, nous avons entendu des impacts de projectiles, donc des cailloux et toutes sortes de choses qui s'abattaient sur la voiture. Et pendant qu'on essaie de s'échapper, voilà, il y a une brique qui est venue fracasser la vitre du côté où j'étais assis. Heureusement, quand les jets de pierre ont commencé, j'ai eu à me déplacer, ce qui fait que cette brique ne m'a pas atteint. Dans la voiture, une grosse brique posée à l'endroit où était assis Mamadi Youla. Le véhicule a été caillassé par des jeunes révoltés de Bambeto pour des raisons encore non avouées. C'est grâce aux manœuvres du chauffeur que le pire a pu être évité. Quand vous êtes dans une telle situation, votre vie ne tient qu'à un fil. Pas seulement Mamadi Youla, Dr Ousmane Kaba du PADES a aussi essuyé des jets de pierre et autres projectiles dans le même quartier. Les vitres ont été brisées par des jeunes surchauffés de l'axe. Ils étaient du côté droit du chauffeur lorsqu'il a aperçu des jeunes prêts à en découdre avec tout passant. Je venais de l'aéroport à 17h30, 18h, le vendredi en fin de journée. Et effectivement, nous sommes tombés dans un embouteillage au carrefour de Bambeto. Et c'est là que nous avons été pris à partie par des voyous. La route Le Prince est le théâtre de violence. Plusieurs Guinéens font l'objet d'attaques. Et puis il faut dire que de nombreux citoyens ont aussi été victimes de l'insécurité qui règne dans cette zone au lendemain des manifestations politiques. Il faut rajouter à cette liste des victimes le cas de Mme Rougui, juge de son État et membre de la Cour constitutionnelle. Comme vous pouvez vous en rendre compte sur les images, son véhicule a été aussi endommagé par les jeunes en colère le même jour. 2 présumés malfrats sont tombés dans les filets du secrétariat général chargé de la lutte contre le banditisme et les crimes organisés. Ils auraient menacé les 2 premiers imams
de la mosquée Faisal. C'est un reportage signé Dubrilba rendu en studio par Philomène Bangoura. Ces présumés bandits, accompagnés de 2 autres, ont fait irruption le 1er novembre aux résidences des premiers imams du pays. Ces derniers ont été attaqués parce que n'ayant pas cédé aux demandes des supposés malfaiteurs. La dernière fois, il y a une semaine, ils ont demandé de l'argent au 2e imam, qui n'a pas pu leur donner de l'argent. Ils sont venus s'attaquer à ses biens, à ses véhicules dans sa résidence. Ils ont caillassé 3 véhicules et ils ont laissé le message soi-disant qu'ils vont revenir. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour gâter les véhicules ou s'attaquer aux biens des 2 imams, mais cette fois-ci, c'était pour attenter à leur vie. Aussitôt, l'imam de la grande mosquée Faisal et son adjoint ont bénéficié du coup de main des services spéciaux. Cependant, 2 des 4 jeunes sont tombés dans les grappins. Parce qu'à cause de l'obscurité, et dans la cour de la forêt, là-bas, ils ont pris le mur, ils ont sauté, ils sont descendus dans le jardin botanique de Kamaïn. Joint au téléphone, le premier imam a confirmé cette déconvenue et en même temps, ces présumés délinquants seront traduits devant la justice. Restons toujours dans le registre de l'insécurité avec cette découverte macabre dimanche dernier à Sébéa, dans la préfecture de Koya, un corps sans vie refoulé par les eaux a sidéré tout un district. La victime a été identifiée. Il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Le présumé tueur est déjà entre les mains des agents des forces de sécurité. Plus de détails avec Mamadou Saliouba. Attention, certaines images peuvent choquer. Le corps flotte dans la fosse septique au milieu des habitations. Tué il y a quelques jours, jeté ensuite dans ce trou, l'eau ne pouvait pas garder le corps aussi longtemps. Il est retrouvé ce dimanche à la suite d'un avis de recherche. Ce matin, dès après la prière de 6 heures, j'ai été informé par la jeunesse qu'il y a un corps sans vie dans une fosse septique pleine d'eau. Donc aussitôt rendu sur les lieux, nous avons constaté les faits. Repêchés par la Croix-Rouge, les habitants de Sébéa n'ont pas tardé à l'identifier. Il s'agit de Bachir Silla, âgé d'environ 18 ans. Il était au collège. À la veille de cette découverte, le présumé tueur a été appréhendé en train de cogner ce mur, derrière lequel se trouve la fosse. Selon lui, il pourchassait un voleur. Nous sommes venus taper à sa porte. Mon frère a expliqué que le caniveau où il cognait hier, un corps a été retrouvé à l'intérieur. Et il voulait qu'on l'annonce cette mauvaise nouvelle directement. J'ai dit non, il peut s'échapper. En entendant cela, le présumé coupable partage le même district que la victime. Il habite dans cette maison. Visité ce dimanche, les habitants ont découvert les chaussures de la victime devant la maison, puis à l'intérieur, cette arme. Des éléments accablants, le présumé coupable aurait vite reconnu les faits. Nous avons appréhendé le jeune en question. Il a avoué devant tout le monde qu'il a tué Bachir. Et il a ajouté que lui, c'est un voleur qu'il aurait tué. La foule a dit non. C'est toi le voleur et le bandit. Tu as tué quelqu'un. Le corps est envoyé à l'hôpital d'Onka pour une autopsie. Son présumé bourreau, lui, est dans les mains des autorités. Les habitants du quartier voulaient finir avec lui. Sa moto et ses affaires ont fini en centre. Une virgule sportive dans ce journal et on parle de natation pour le bon déroulement des compétitions à venir dans cette discipline. Il faut des officiels avec des qualifications différentes. C'est dans ce but que la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage a initié un stage de formation à l'attention de quelques techniciens guinéens exerçant la natation. La Guinée compte abriter le championnat d'Afrique de natation zone 2 en 2019 pour la première fois de son histoire. Déjà, la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage commence les préparatifs en renforçant les capacités de ses officiels. Et pour devenir officiel en natation, il y a plusieurs étapes à franchir et en Guinée, rares sont des officiels. C'est dans cette optique que la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage organise à Conakry un séminaire d'initiation pour les techniciens locaux. Après cette formation, que nos jeunes participants puissent officier des compétitions, ils puissent vraiment nous aider pour les championnats que nous organisons en 2019 soient de taille, parce que pour que ces
championnat soit de taille, il faut vraiment qu'on ait des officiels de taille. L'Union des fédérations sportives de Guinée apprécie cette initiative et encourage les autres fédérations à emboîter le pas de la natation. Si la Fédération guinéenne de natation et sauvetage a pris l'initiative de former les cadres pour éviter d'envoyer d'autres juges de l'extérieur qui va coûter beaucoup d'argent, je pense que c'est une action salutaire. Aucune fédération ne restera en arrière sans soutenir l'action de la Fédération guinéenne de natation. Pendant 5 jours, ces futurs officiers en natation seront outillés, entre autres, sur l'organisation et la structure de la FINA, comment gérer une compétition, avoir la maîtrise sur le chronométrage et le chronométreur. Ces cours seront donnés par un expert de la Fédération internationale de natation amateur. J'aimerais bien partager mes expériences que j'ai faites pendant mon vie avec la natation parce que toutes ces expériences m'ont aidé beaucoup dans ma vie. Et je suis heureux que je peux partager ça aux candidats, aux participants de ce séminaire. Entre politique et sport, le destin de Georges Weah, ancienne gloire du football, devenu président du Libéria, fait des émules. L'Ivoirien Bonaventure Kalou suit cette race. L'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire a remporté l'élection locale dans la ville de Vavois le 14 octobre dernier. Un exploit surtout pour celui qui se présentait en tant que candidat indépendant. Kalou Bonaventure était de passage à Paris et notre correspondant l'a rencontré. On retrouve sur place Karim Baldé. Footballeur hier, homme politique en devenir aujourd'hui, voilà le fabuleux destin de Bonaventure Kalou. À 40 ans, celui qui avait évolué ici sous les couleurs du club de la capitale à la fin des années 2000 s'est reconverti avec succès dans la politique. Preuve en est son élection à la mairie de Vavois, c'est une commune ivoirienne à 450 km au nord-ouest d'Abidjan. Et ce vendredi, au Parc des Princes, il était l'invité d'honneur du club à l'occasion du match entre le PSG et Lille. On en a profité avec Alexis Martin pour lui poser quelques questions, notamment sur cette nouvelle carrière politique. Je vous propose de l'écouter. Je ne dirais pas que c'était une transition logique, mais j'ai voulu tenter quelque chose. J'ai voulu, par mes relations, aider, n'est-ce pas, les populations de Vavois, mes parents de Vavois. Donc voilà, je suis heureux qu'aujourd'hui, la perception qu'on a du footballeur de plus en plus change. Le footballeur, ce n'est pas celui qui sait qu'à taper dans un ballon. On peut faire autre chose. Et voilà, je suis très heureux d'avoir ouvert la voie en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas dans le monde parce qu'il y a Georges avant moi, il y en a eu d'autres. Mais en Côte d'Ivoire, je suis heureux d'avoir ouvert la voie. Personnalité engagée, Bonaventure Kalou s'est également montré très critique envers la situation à la Fédération ivoirienne de football. Il faut dire que la crise couvre depuis 1 an maintenant, depuis l'élimination des éléphants de la course au mondial 2018. Et Bonaventure Kalou, qui était un adversaire de Sidi Diallo, l'actuel président, ne mâche pas ses mots envers lui. En tout cas, il garde un œil quand même sur ce qui se passe dans le foot ivoirien, tout en étant le maire de la commune de Vavois. Ici Karim Baldé avec Alexis Martin pour Espace TV à Paris. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information en cadrage pour vous. Ibrahima Souri 5 Souma était présent, la régie Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabaye de Francis Collier. L'info, c'est au bout de votre doigt sur le www.espacetv.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Entre politique et sport, le destin de Georges Weah, ancienne gloire du football, devenu président du Libéria, fait des émules. L'Ivoirien Bonaventure Kalou suit cette race. L'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire a remporté l'élection locale dans la ville de Vavois le 14 octobre dernier. Un exploit surtout pour celui qui se présentait en tant que candidat indépendant. Kalou Bonaventure était de passage à Paris et notre correspondant l'a rencontré. On retrouve sur place Karim Baldé.
Footballeur hier, homme politique en devenir aujourd'hui, voilà le fabuleux destin de Bonaventure Kalou. À 40 ans, celui qui avait évolué ici sous les couleurs du club de la capitale à la fin des années 2000 s'est reconverti avec succès dans la politique. Preuve en est son élection à la mairie de Vavois, c'est une commune ivoirienne à 450 km au nord-ouest d'Abidjan. Et ce vendredi, au Parc des Princes, il était l'invité d'honneur du club à l'occasion du match entre le PSG et Lille. On en a profité avec Alexis Martin pour lui poser quelques questions, notamment sur cette nouvelle carrière politique. Je vous propose de l'écouter. Je ne dirais pas que c'était une transition logique, mais j'ai voulu tenter quelque chose. J'ai voulu, par mes relations, aider, n'est-ce pas, les populations de Vavois, mes parents de Vavois. Donc voilà, je suis heureux qu'aujourd'hui, la perception qu'on a du footballeur de plus en plus change. Le footballeur, ce n'est pas celui qui sait qu'à taper dans un ballon. On peut faire autre chose. Et voilà, je suis très heureux d'avoir ouvert la voie en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas dans le monde, parce qu'il y a Georges avant moi, il y en a eu d'autres. Mais en Côte d'Ivoire, je suis heureux d'avoir ouvert la voie. Personnalité engagée, Bonaventure Kalou s'est également montré très critique envers la situation à la Fédération ivoirienne de football. Il faut dire que la crise couve depuis un an maintenant, depuis l'élimination des éléphants de la course au mondial 2018. Et Bonaventure Kalou, qui était un adversaire de Sidi Diallo, l'actuel président, ne mâche pas ses mots envers lui. En tout cas, il garde un œil quand même sur ce qui se passe dans le foot ivoirien, tout en étant le maire de la commune de Vavois. Ici Karim Baldé avec Alexis Martin pour Espace TV à Paris. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information en cadrage pour vous. Ibrahima Souri, 5 Souma était présent, la régie Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabaye de Francis Collier. L'info, c'est au bout de votre doigt sur le www.espacetv.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.